Autre séquence diplomatique majeure pour l'avenir de l'Ukraine, celle d'Emmanuel Macron en Chine. Un voyage sous les projecteurs et un accueil en grande pompe. Mais pour quel résultat? Le président français achève son voyage avec un appel à l'unité entre Européens et Américains, alors que Pékin reste de son côté l'un des rares soutiens de Moscou dans la guerre en Ukraine. On écoute Emmanuel Macron. J'ai vu une volonté du président de contribuer à la stabilité, à la paix, et il a pris en compte les arguments que je citais pour les Européens d'avoir une paix robuste et durable. C'est-à-dire qu'il y ait des éléments qui garantissent à l'Ukraine qu'elle ne puisse pas être soumise à de nouvelles agressions. Et donc oui, nous avons avancé, nous avons acté que nos ministres des Affaires étrangères procéderont à un dialogue renforcé dans les prochaines semaines et les prochains mois pour aboutir à un document conjoint. Et quel bilan tiré de ce déplacement en Chine du chef de l'État? On en décrypte les enjeux avec vous, Marie Holzmann, sinologue, présidente de Solidarité Chine. Bonjour. Globalement, si on prend un peu Bonjour. de recul maintenant que la visite est terminée, que retenir? C'est un coup d'épée dans l'eau? Bah, on ne peut jamais dire, hein, peut-être que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, mais c'est vrai que, le curseur semble assez bas, hein. On ne peut pas avoir de grands espoirs. Xi Jinping a très clairement dit que, il pouvait pas grand-chose sur, Poutine, que Poutine, menait son affaire et que lui, il voulait la paix. Mais il dit: «Il veut la paix». Il n'a pas dit: «Nous allons cesser de lui acheter du pétrole et ainsi, d'encourager l'effort militaire». Par ailleurs, on sait que la Chine a transféré des éléments qui contribuent à l'arsenal militaire de la Russie et Xi Jinping l'a nié. Mais là, je crois qu'il a menti. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la prise de parole d'Emmanuel Macron, celle de ce matin, quand il a achevé sa visite en Chine, juste avant de partir? Il disait: l'unité entre les Américains et les Européens sur la question ukrainienne est indispensable. Pourquoi dire ça depuis Chengdu en Chine? Est-ce que c'était le bon endroit, le bon moment pour le faire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un message pour le reste, du monde et pour la Chine en particulier de dire, «Faites attention, si nous arrivons à faire l'unité du monde, au sujet de la Russie et que vous en êtes exclus, vous ne serez pas inclus». Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas quelque chose qui fasse peur à Xi Jinping. Parce que Xi Jinping a toujours joué la désunion. Au début du développement économique chinois, le président, de l'époque, s'occupait toujours de courtiser une fois l'Allemagne, une fois la France, une fois l'Angleterre et puis il signait des contrats avec les uns, avec les autres et résultat, l'Europe n'a jamais été unie dans ses contrats avec la Chine. Au lieu de faire des contrats conjoints, par exemple franco-allemands, nous avons toujours fait des contrats nationaux et là, ce voyage, c'est la même chose. Heu Emmanuel Macron sera en Chine tout seul. Dans quelques semaines, c'est le chancelier allemand. Dans quelques semaines, c'est le premier ministre britannique. Alors que, aller ensemble tous les 3 en Chine aurait été quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Peut-être pas tellement plus efficace, mais en tout cas, une forme d'affirmation que la France appartient à l'Europe, appartient au monde, tandis que là, on est bon, juste, un petit Français, si j'ose Là, dire. vous pensez que Xi Jinping a peur de l'Europe? Il n'a pas peur parce que jusqu'à présent, tous les présidents chinois ont réussi à semer une forme de zizanie au sein de l'Europe. Regardez aujourd'hui maintenant, certains présidents comme Orban, comme les Serbes, ils sont tout à fait d'accord avec les Russes et avec les Chinois. On a failli construire une université 100 chinoise, dans la capitale de la Hongrie et c'est la population hongroise qui s'y est opposée, mais Orban était tout prêt à accueillir la Chine à bras ouverts. Donc c'est effectivement le président français seul qui est arrivé en Chine. Vous déplorez qu'il ne soit pas venu accompagné de ses homologues européens. Ça aurait eu plus d'impact si je vous Oui. comprends bien. Malgré tout, c'est bien tout seul qu'il est venu. Est-ce que c'est en position de faiblesse que le chef de l'État est arrivé en réalité? Bah, aujourd'hui, nous sommes objectivement en position de faiblesse, ne serait-ce qu'à cause de notre déficit commercial qui se monte à 46,4 milliards de dollars. Bon, c'est moins que les Allemands qui sont à 64 milliards de dollars de déficit. On peut dire qu'on est un peu moins mauvais qu'eux,
mais à peine. Oui, on est en position de demandeur. On est en train de demander aux Chinois de nous exporter un peu moins de produits, d'importer un peu plus de produits français. On n'est plus du tout en état de demande de force. Dans le temps, les Chinois avaient besoin d'acheter nos centrales nucléaires. Et Dieu sait s'ils en ont acheté, mais toujours avec un transfert technologique. Donc maintenant, non seulement ils n'achètent plus nos centrales nucléaires, mais en plus, ils en vendent partout à travers le monde. En Indonésie, ils ont essayé d'en vendre en Grande-Bretagne et dans tous les autres pays d'Asie. Donc là, nous avons perdu un énorme marché. Même chose avec le TGV. On a commencé à travailler avec eux et maintenant, ce sont eux qui font les trains les plus rapides, les plus efficaces du monde. Donc nous n'avons plus ces gros contrats. À l'époque, on était quelque part en force à cause de notre technologie développée, etc. Et maintenant, ce sont les Chinois qui ont développé la technologie. Mais donc c'était perdu d'avance, cette visite, si je vous comprends bien? Puisque le Oh, rapport de force rien n'est jamais est perdu totalement, d'avance. en Rien n'est défaveur de la jamais. France. On n'est pas totalement en défaveur. La France a quand même quelques attraits, ne serait-ce par exemple que pour ses universités. Vous avez bien remarqué que l'Amérique de Trump est devenue très, très hostile aux étrangers, et en particulier aux Chinois, qui sont presque tous accusés d'être des espions. Et donc, vous avez beaucoup d'étudiants chinois qui souhaitent venir étudier en France. Ça, c'est un atout quand même, Mais parce ça qu'à peut la fois, ils peser, dans la apprennent le balance? français. C'est suffisant? C'est un levier, Bien, suffisamment fort pour Emmanuel Macron pour c'est un, obtenir des concessions? C'est un levier important, oui, parce que les Chinois tiennent beaucoup à l'éducation de leurs enfants, donc ça compte pour eux. Mais est-ce que ça va forcer Xi Jinping à faire des concessions à la France maintenant? Ça m'étonnerait. Quels sont les autres leviers, dont dispose le chef de l'État pour faire face à Pékin? Je dirais que le levier le plus important, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine fait partie du Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, etc. Et donc, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut se placer. Il faut rappeler à la Chine ses responsabilités face à la sécurité dans le monde. Or, la Chine, avec la Russie qui est aussi au sein du Conseil de sécurité de l'Union, pardon, De de l'ONU? l'ONU, il pèse trop lourd maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut repenser le monde, créer de nouvelles associations? C'est ce que la Chine est en train de faire. L'accord de Shanghai, c'est ça. Xi Jinping essaye de ramener à lui tous les États qui sont un peu marginaux, comme le Brésil, l'Iran, l'Afghanistan, le Kirghizistan, etc. Et c'est lui qui va peut-être créer une forme d'ONU de la coopération de Shanghai qui risque de détrôner les faits et l'influence de l'ONU. En tout cas, à ce stade, la Chine a clairement, choisi, son camp, notamment sur le dossier ukrainien. Absolument, absolument. Et là où nous ne pouvons pas reculer, c'est sur la déclaration des valeurs. Il faut absolument, par exemple, quand on va en Chine, de dire que nous nous étonnons qu'il n'y ait pas de syndicats indépendants en Chine. Pourquoi est-ce que les prix restent si bas en Chine? C'est tout simplement parce que les ouvriers n'ont personne pour les représenter et qu'ils ne peuvent pas négocier leurs salaires. Non seulement ils ne peuvent pas négocier vos salaires, mais nous savons que dans de nombreuses usines, les salaires, tenez-vous bien, n'ont pas été payés depuis 2024. Et les ouvriers ne peuvent pas se défendre. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre terrible entre notre niveau, disons, de protection sociale et le niveau de protection sociale de la Chine qui n'est pas à zéro, il est à moins 25. Dans tout ce que Paris pourrait obtenir, de la Chine, est-ce qu'il ne risque pas, de devenir, transactionnel? C'est du moins le mot qu'utilisent certains, observateurs, pour désigner cette méthode, à savoir sacrifier un dossier pour en obtenir, un autre, pour obtenir quelque chose d'autre. Est-ce que le sort de Taïwan, par exemple, pourrait suivre cette logique-là? Ça, ce serait quelque chose d'absolument épouvantable et de totalement immoral. Nous sommes restés totalement insensibles à l'écrasement de Hong Kong. Hong Kong, c'était un pays de système, théoriquement, jusque 2047.
On est loin de 2047. La Chine a déjà écrasé les dernières valeurs démocratiques de Hong Kong et a mis en prison les personnages les plus importants comme Jimmy Lai, Li Keqiang, des journalistes, des juristes, etc. Donc maintenant, Taïwan est parfaitement au courant. Ils savent qu'il n'y aura pas un pays de système et que si la Chine reprend Taïwan, elle le mettra dans son système de système totalitaire et qu'elle perdra tous ses avantages démocratiques. Donc lâcher Taïwan, ce serait un vrai crime. Ce serait lâcher 23 millions d'habitants dans les mains d'un dictateur. En tout cas, il n'y a pas de signe aujourd'hui qui pencherait justement en faveur de voir Paris lâcher un peu de l'Est sur Taïwan. Du côté de la France, pour le moment, non, il n'y a pas eu ce genre de signe. La Chine qui a par ailleurs dégainé une arme qui n'en finit pas d'affecter les échanges avec son nouveau système de licence qui a réduit et rendu encore plus incertaines ces livraisons de terres rares dont on parle beaucoup. Est-ce que tout cela renforce le sentiment que la Chine n'est pas un partenaire fiable aujourd'hui? Bah ça, comment est-ce qu'on peut appeler la Chine un partenaire fiable? C'est quand même très difficile, étant donné que tous nos transferts technologiques nous ont été en quelque sorte non pas volés, puisqu'on les a transférés volontairement, mais ont été kidnappés. Il n'y a plus eu d'échange à partir de ce moment-là. On aurait pu, par exemple, décider de construire les centrales nucléaires ensemble. Mais la Chine n'a pas fait ça. Elle a pris toutes les technologies du TGV, des centrales nucléaires, de tout ce que vous voulez, et elle se les a appliquées à elle-même sans avoir passé par toutes les étapes que nous avons connues, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines d'années de recherche scientifique. Donc évidemment, on lui apporte tout sur un plateau, elle grimpe sur la montagne et nous, on reste en bas. Donc non, ce n'est pas un partenaire fiable, c'est bien évident. Enfin, pour terminer, dernière question avec vous, Marie Holzmann. On le sait que dans la ligne de mire du président français également, lors de cette visite en Chine, il y a la présidence du G7 l'an prochain, pour laquelle Emmanuel Macron a l'ambition de poser les bases, je cite, hein, d'un nouvel ordre mondial. Il espère rallier à cette vision Donald Trump, mais aussi Xi Jinping. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste comme projet? C'est d'autant plus irréaliste que Xi Jinping n'a pas arrêté de dire avec Vladimir Poutine, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère et nous allons créer un nouvel ordre mondial. Donc il ne se cache pas. Ça, c'est un fait. Les Chinois, en fait, en général, annoncent la couleur assez ouvertement. Donc il faut les écouter. Non seulement il l'a dit, mais il l'a répété X fois. Donc, imaginez qu'on va pouvoir construire un nouveau G7 avec les Chinois pour un nouvel ordre mondial, c'est une illusion totale. Marie Holzmann, sinologue, merci pour votre décryptage.